Ouattara, Alassane Ouattara a créé la surprise. Il a décliné la proposition des cadres militants de reprendre la tête de son parti. Le Rassemblement des Républicains, Henriette Diabaté, lui succède. Maître Abdoulaye Wade ne sera pas présent à la cérémonie d'ouverture de la session parlementaire le 14 septembre prochain. L'ancien président a démissionné ce dimanche de son poste de député, comme il avait promis. Des milliers de fans de football ont assisté en Somalie au premier match joué en nocturne à Mogadiscio depuis que le pays a plongé dans le chaos en 1991. Une rencontre déroulée sous haute sécurité. Nouveau journal sur Sika. Bonjour et merci de nous rejoindre. Surprise à Abidjan, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a décliné la proposition des cadres militants de reprendre la tête de son parti, le Rassemblement des Républicains RDR. Au terme d'un discours fleuve de près de 2 heures pour la journée de clôture du Congrès, il a proposé Henriette Diabaté, souvent surnommée Tati, une des figures du mouvement. Elle a été ensuite désignée présidente du RDR sous les acclamations. Il faut un temps de service, a souligné le président Ouattara, 75 ans, élu président ivoirien en 2010 et réélu en 2015 pour un deuxième et dernier mandat qui se termine en 2020. Le président Ouattara a insisté sur l'alliance avec le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, de l'ancien président Henri Konan Bédié, au sein de la coalition RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour le développement et la paix, notamment en vue de la présidentielle de 2020. Il a notamment assuré vouloir aboutir à un parti unifié dans de brefs délais. Le chef de l'État a été cependant désigné président d'honneur du RDR. Au Zimbabwe, on pourrait bientôt connaître le dauphin du président Robert Mugabe. Le chef de l'État zimbabwéen a annoncé ce week-end qu'il pourrait révéler le nom de qui il aimerait voir lui succéder entre sa femme et son vice-président, opposés dans une virulente guerre de succession. Mais selon Mugabe, il reviendrait ensuite à son parti, la ZANU-PF, de prendre la décision finale. Le président zimbabwéen Robert Mugabe a annoncé samedi qu'il pourrait révéler l'identité de celui qu'il aimerait voir lui succéder entre sa femme et son vice-président, opposés dans une virulente guerre de succession. Il a fait cette annonce devant des milliers de partisans lors d'un meeting de jeunes à Bindura, à 90 km au nord de la capitale Harare. Le plus vieux chef d'État au monde en exercice, déjà investi candidat de son parti pour l'élection présidentielle de 2018, a toutefois précisé qu'il reviendrait ensuite à son parti de prendre la décision finale. En effet, la loi stipule que le leader est choisi lors d'un congrès. Le choix du président Mugabe devra donc se battre lors du congrès contre les autres candidats du parti. La ZANU-PF, le parti au pouvoir, est profondément divisé au sujet du successeur de Mugabe. Emerson Mnangagwa, l'actuel vice-président, fait partie des favoris, tout comme Grace Mugabe, l'épouse du président. Malgré de nombreuses incertitudes sur sa santé, la question du départ de Robert Mugabe, âgé de 93 ans, n'est cependant pas d'actualité. Au pouvoir depuis l'indépendance en 1980, il s'est toujours gardé de désigner un successeur. Maître Abdoulaye Wade, lui, ne sera pas présent à la cérémonie d'ouverture solennelle de la session parlementaire le 14 septembre prochain. L'ancien président sénégalais a démissionné ce dimanche de son poste de député, comme il l'avait promis une fois la victoire de sa coalition assurée au terme des législatives du 30 juillet dernier. Dans une lettre adressée au secrétaire général, l'ex-président a indiqué avoir pris part aux dernières législatives dans l'unique but de soutenir son parti, le Parti démocratique sénégalais PDS, et sa coalition Ouattou Sénégal, dont il était la tête de liste pendant les élections, estimant avoir accompli sa mission en permettant au PDS de disposer d'un premier groupe parlementaire d'opposition avec 20 députés. L'ex-chef d'État a demandé au secrétaire général de prendre en compte sa démission et de porter à la connaissance des autres députés qu'il ne sera pas présent à la séance d'ouverture solennelle convoquée pour le jeudi 14 septembre 2017.
Il faut instaurer une limite du nombre de mandats présidentiels dans la Constitution au Togo. Il s'agit d'un appel lancé par l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo au président togolais Faure Gnassingbé. Cet appel intervient après une série de massives manifestations anti-pouvoir au Togo la semaine écoulée. Les détails. L'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo a appelé le président togolais Faure Gnassingbé à instaurer une limite du nombre de mandats présidentiels dans la Constitution. Cet appel intervient à la suite d'une série de massives manifestations anti-pouvoir au Togo durant la semaine écoulée. L'ancien président nigérian, qui a esquivé les questions au sujet d'une éventuelle démission du président togolais, s'est toutefois demandé si Faure Gnassingbé avait encore quelque chose à apporter au Togo. Mercredi et jeudi dernier, les Togolais ont manifesté massivement à Lomé et dans une moindre mesure en province à l'appel d'une coalition de 14 partis d'opposition pour réclamer des réformes et le départ du président Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 12 ans après avoir succédé à son père. Ces rassemblements d'une ampleur inédite selon plusieurs observateurs ont été notamment rendus possibles par l'alliance de l'opposition qui a longtemps échoué à parler d'une seule voix. Mais avant les manifestations, le gouvernement avait joué l'apaisement en annonçant des réformes constitutionnelles concernant la limitation des mandats et le mode de scrutin. Le Parlement togolais pourrait donc se réunir sur la question mardi lors d'une session extraordinaire. Cette édition se poursuit. Épidémie de choléra au Nigeria. 21 personnes sont en effet décédées dans le nord-est du pays, selon un communiqué du ministère de la Santé de l'État du Borno, ce qui revoit à la hausse un bilan initial de 14 morts. Au Nigeria, samedi, le ministère avait fait état de 14 décès dus au choléra à Maïdougouri, la capitale du Borno. La plupart des victimes se trouvant dans un camp de déplacés ayant fui les violences du groupe islamiste Boko Haram. Le nombre total de cas suspectés de choléra passe désormais à 375 à Maïdougouri, épicentre de l'insurrection djihadiste. Gouvernement et ONG ont multiplié les mesures d'assainissement et de sensibilisation pour empêcher la propagation de l'épidémie qui a atteint la ville de Dikwa, à 60 km de Maïdougouri, où 5 cas ont déjà été enregistrés. Beaucoup de cas ont été vérifiés et jusqu'à présent, 3 sont confirmés. Mais il y aura plus de cas, je suis sûr. Avec le choléra, même si c'est un seul cas, c'est une épidémie. C'est pourquoi nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons établi ces centres de traitement et tous les partenaires étaient ensemble en veillant à ce que la semaine prochaine, nous devrions avoir contrôlé le problème. Nous sommes là pour soutenir le gouvernement, les autorités de l'État. Et je pense que nous apprécions vraiment cette vitesse, cet engagement et cette implication. Et la seule chose que nous pouvons faire du côté des Nations Unies est vraiment à travers les partenaires, l'UNICEF et l'OMS et d'autres, pour soutenir vraiment l'honorable commissaire de la santé et tout son personnel pour s'assurer que cette réponse sera aussi efficace que possible. L'insurrection a fait au total plus de 20 000 morts et 2 600 000 de déplacés, dont beaucoup s'entassent dans des camps, victimes d'insécurité alimentaire et de maladies comme le paludisme. Pendant ce temps, l'autorité du bassin du fleuve Niger-ABN a mis en garde ce week-end contre les risques de graves inondations au Bénin et au Nigeria. Les deux pays sont traversés par ce cours d'eau qui connaît actuellement une crue en territoire nigérien. L'autorité du bassin du fleuve du Niger est passée de l'alerte orange à l'alerte rouge. Elle craint que les crues favorisées par les fortes pluies qui s'abattent depuis juillet sur le Niger et le Mali entraînent un risque d'inondation au Bénin et au Nigeria.
Plusieurs villages sur les rives du fleuve abritant des milliers de personnes ont été évacués cette semaine dans la région de Dosso, dans le sud-ouest du Niger, proche du Bénin et du Nigeria. Les crues ont déjà fait 44 morts, dont 17 à Niamey, et plus de 80 000 sinistrés dans tout le Niger. Le ministre nigérien en charge de la gestion des catastrophes a prévenu que la crue menace les villages insulaires et plusieurs quartiers de Niamey. L'autorité a par ailleurs annoncé un plan d'évacuation des résidents des zones affectées et un renforcement des digues de protection. En Égypte, auparavant, une contamination par l'hépatite C, même diagnostiquée, aurait été à peine prise en charge, voire non traitée. Mais un nouveau médicament bon marché, produit dans le pays depuis 2015, et un programme gouvernemental destiné à éradiquer le virus ont permis à de nombreuses personnes d'être soignées facilement. Les images. L'hépatite C a fait son apparition en 1950 suite à un programme national de vaccination massive avec des seringues non stérilisées. Et c'est en Égypte que le niveau de prévalence de l'épidémie le plus élevé au monde a été pendant longtemps enregistré. Mais depuis 2015, les autorités tentent de remédier à cette situation. Elles ont mis en place un programme gouvernemental destiné à éradiquer le virus. Autre disposition, l'Égypte produit également un nouveau produit bon marché depuis 2015 qui a permis à de nombreuses personnes atteintes de l'hépatite C d'être soignées facilement. Le Conseil des ministres a décidé de viser 6 catégories de la société égyptienne. Les étudiants universitaires, les patients des hôpitaux publics, le cadre médical des hôpitaux publics, les personnes qui se rendent aux banques de sang, aux laboratoires et dans les prisons. Nous avons traité 1 130 000 citoyens égyptiens. Cette affaire a déjà coûté 3,3 milliards de livres égyptiennes au gouvernement égyptien à ce jour. Environ 20% des malades atteints par le virus de l'hépatite se rétablissent sans avoir besoin de traitement, mais les autres peuvent rester infectés plus de 30 ans sans symptômes. Cette maladie transmissible par le sang peut conduire à un cancer du foie et même une cirrhose. Sport, pour finir, je l'annonçais en titre, en Somalie, des milliers de fans de football ont assisté au premier match joué en nocturne. Cela n'avait plus jamais été vécu depuis que le pays a plongé dans le chaos. En 1991, la joie des férus du Cuiron était palpable. La rencontre s'est déroulée dans le stade Konis, réhabilité par la Fédération internationale de football. Il est ici question de la finale d'un tournoi d'équipes de jeunes âgés de 16 à 18 ans et représentant divers districts de la capitale somalienne, Mogadiscio. Le match a eu lieu sous haute sécurité en raison de la menace constante que font peser les islamistes radicaux Chebab. Jouée devant plusieurs milliers de fervents supporters, la rencontre était également retransmise en direct sur plusieurs chaînes de télévision du pays. Ce match est le premier match joué de nuit à Mogadiscio depuis 30 ans et nous remercions Allah pour cela. J'espère que ça continuera. Je suis très heureux de voir que ce genre de match peut être joué pour la première fois depuis 30 années. Cela fait partie du développement que nous entreprenons jour après jour. La fédération veut croire que ce match ouvrira la voie à d'autres rendez-vous de ce type qui n'étaient jusqu'à présent pas organisés pour des raisons de sécurité et d'éclairage défaillants. Il faut rappeler que depuis la chute en 1991 du régime du président Siad Barre, la Somalie est plongée dans le chaos et la violence entretenue par des milices claniques, des gangs criminels et des groupes islamistes. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable semaine à chacun et à tous.